Après avoir travaillé toute la nuit et réparé une fuite sur notre toit à 4 heures du matin, je suis rentré à la maison complètement vidé. Mon dos me faisait atrocement souffrir, mes mains saignaient. Je pensais faire une sieste d'1 heure, juste pour reprendre un peu de force. Au lieu de ça, je me suis réveillé en sursaut, avec mes vêtements fourrés dans des sacs poubelles, mon portefeuille vidé, et un mot collé sur le frigo, « Tu es un poids mort ». Pars. Ma femme se tenait à la porte, les bras croisés. Son fils Craig, lui, affichait un sourire narquois en me lançant les clés de mon propre camion. Va pleurnicher ailleurs. Ne reviens pas, il a verrouillé la porte sous mes yeux. J'ai dormi dans ce camion pendant 3 nuits. 2 mois plus tard, j'ai reçu 47 messages désespérés. Mais on y reviendra. J'ai 34 ans, je m'appelle Marc. Je suis marié à Hélène, 36 ans, depuis 7 ans. Elle a un fils, Craig, 19 ans, issu d'un premier mariage. Ce gamin ne m'a jamais apprécié. Soit. Je peux comprendre, les ados sont souvent lunatiques. Mais cette histoire ne parle pas d'un conflit classique entre beau-père et beau-fils. Non, c'est l'histoire de comment je suis passé, en une journée, du mec qui se tue à la tâche pour cette famille à celui qui dort dans son pick-up. Avec du recul, j'aurais dû voir les signes. Ils étaient partout. Craig cassait régulièrement mes affaires, soi-disant par accident. Hélène, elle, levait à peine les yeux quand je parlais de mon travail. Il y avait toujours ces remarques sur l'argent que je ne gagnais pas assez, et des sacs de shopping apparaissaient comme par magie, alors que notre carte de crédit était encore une fois au plafond. Mais quand on est dedans, on s'aveugle. On s'invente des excuses. On s'accroche aux bons souvenirs. Je fais des gardes de nuit. C'est dur, oui. Mardi dernier, je venais de finir 12 heures d'affilée. Il pleuvait à verse. Vers 3h30 du matin, Hélène m'a envoyé un texto, le toit fuit dans le salon. Génial. Exactement ce qu'il me fallait. J'ai conduit sous la tempête, attrapé mes outils dans le garage, et je suis monté sur le toit dans le noir, juste avec ma lampe frontale. Le vent hurlait, la pluie me fouettait le visage. J'ai repéré le problème, quelques tuiles s'étaient décollées. J'ai fait au mieux pour les recoller. Ça m'a pris environ 1 heure. Quand je suis redescendu, mon dos me lançait comme si quelqu'un m'avait frappé avec une batte. Mes mains étaient en sang. Et pourtant, en posant les pieds à terre, trempés, gelés, je me suis dit, au moins c'est réparé. Au moins ils verront que j'ai fait ça pour eux. En entrant, j'ai vu Hélène assise dans la cuisine, absorbée par son téléphone. Je lui ai dit que la fuite était temporairement colmatée, mais qu'on devrait faire venir un pro dès que le temps le permettrait. Elle a à peine réagi, a juste marmonné un « cool ». Pas un regard. Pas un merci. J'étais trop fatigué pour discuter. Je lui ai dit que j'avais besoin de dormir 1 heure avant de m'occuper du dégât des eaux dans le salon. Je ne me suis même pas changé, je me suis effondré sur le lit, encore habillé, encore trempé. Ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai été réveillé en sursaut. Hélène était au-dessus de moi, bras croisés, le visage fermé. Craig, lui, était adossé au cadre de la porte, ce même sourire au coin des lèvres. Celui qui me hante encore. J'ai cru que j'avais dormi trop longtemps. Mais non, il était seulement 9 heures. J'avais dormi à peine 4 heures. C'est là que j'ai vu les sacs. 3 grands sacs poubelles noirs, posés près de la porte de la chambre, bourrés à craquer. Je voyais un coin de mon t-shirt dépassé. Avant même que je demande quoi que ce soit, Hélène m'a lancé d'un ton sec que je devais partir. Comme ça. Elle en avait assez de me porter à bout de bras. Assez de mes excuses. Assez de tout. Elle a dit que j'étais un poids mort, qu'elle méritait mieux. Je suis resté là, figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Je lui ai demandé si elle plaisantait. Non. Craig m'a jeté mes clés et m'a dit de disparaître. C'est là que j'ai vu mon portefeuille, posé sur la table de nuit, ouvert, vide. Les $200 en liquide que j'y avais mis? Volatilisés. Je ne suis pas fier de ma réaction. J'ai crié. J'ai demandé ce qui se passait. Hélène répétait simplement qu'elle voulait que je parte. Immédiatement. Craig s'est approché, collé à moi, m'a hurlé au visage que sa mère avait perdu 7 ans de sa vie avec un raté comme moi. Ce même Craig, qui n'a jamais tenu un travail plus de 2 semaines, qui vit encore ici sans payer le moindre loyer, a joué à la console toute la journée, et c'est moi le perdant? L'ironie me crève les yeux. J'ai tenté de respirer, de me calmer, de comprendre. J'ai demandé si on pouvait parler. Hélène a pointé les sacs du doigt. Tu as 5 minutes avant que j'appelle la police.
Je suis allé dans la cuisine prendre un verre d'eau, chercher un peu de clarté. Et là, j'ai vu le mot, écrit de sa main, collé sur le frigo, « Tu es un poids mort ». Pars. Ce n'était pas un coup de colère. C'était prémédité. J'ai pris l'un des sacs, encore en train de demander des explications. Craig a sorti son téléphone et s'est mis à me filmer, disant qu'il gardait une preuve de ma soi-disant crise, au cas où je tenterais quelque chose. Je ne faisais rien. Juste demander pourquoi. Ils m'ont poussé dehors. Loin de chez moi. De notre maison. Celle que je payais. La dernière chose que j'ai vue avant que la porte ne me claque au visage, c'était le sourire en coin de Craig et le regard glacial d'Hélène. Puis j'ai entendu le loquet se verrouiller. Je suis resté planté là, dans l'allée, pendant ce qui m'a semblé être des heures, mes sacs poubelles à mes pieds, toujours vêtus des mêmes vêtements que j'avais portés pour réparer le toit. Mes mains étaient encore couvertes de croûte, mon dos me faisait toujours souffrir et maintenant, j'étais sans abri. J'ai essayé d'appeler Hélène, mais je suis tombé directement sur sa messagerie. Je lui ai envoyé des messages, aucune réponse. Je pouvais les voir jeter un œil derrière les stores, m'observant. Finalement, j'ai chargé mes affaires dans mon camion et j'ai conduit. Je me suis garé sur le parking d'un supermarché ouvert 24 heures sur 24, et j'ai essayé de dormir dans l'habitacle. C'était affreusement inconfortable. Je me réveillais sans cesse, pensant que tout cela n'était qu'un cauchemar grotesque. Mais non. Pendant 3 nuits, j'ai vécu dans ce camion. Je me douchais à la salle de sport, je me brossais les dents dans les toilettes publiques, et je me présentais au travail en ayant l'air d'un déchet humain. Mon collègue Wyatt a fini par remarquer que quelque chose n'allait pas et m'a presque forcé à lui raconter. Il m'a offert son canapé jusqu'à ce que je puisse me retourner. La première chose que j'ai faite, une fois que j'ai eu accès à un ordinateur, a été de consulter nos comptes communs. Il n'y restait pas un centime. 7 ans de mariage, et elle avait tout vidé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'on avait. J'ai appelé la banque, ils n'ont rien pu faire puisqu'elle était également titulaire des comptes. J'ai appelé les sociétés de cartes de crédit, et j'ai découvert qu'elle avait maximisé les 2 cartes quelques jours avant de me jeter dehors. Pendant ce temps, mes appels et messages restaient ignorés. Je suis passé une fois devant la maison et j'ai vu les voitures des amis de Craig dans l'allée. Ils faisaient la fête dans ma maison, pendant que moi je dormais sur le canapé de Wyatt. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. La confusion et la douleur ont commencé à se transformer en autre chose, quelque chose de froid, de déterminé. J'ai cessé d'appeler, j'ai arrêté d'envoyer des messages. J'ai commencé à faire des plans. Avec l'aide de Wyatt, j'ai trouvé un petit appartement, j'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires, je suis allé travailler, j'ai baissé la tête, et j'ai commencé à tout documenter. Cela fait maintenant 1 mois qu'elle m'a jeté comme un déchet. 1 mois à reconstruire ma vie à partir de rien. 1 mois à ravaler ma fierté et à accepter l'aide de gens que je connaissais à peine. 1 mois à sentir une rage grandissante m'empêcher de dormir la nuit. Mais voici ce que ces deux-là ignorent, je ne suis pas du genre à m'écraser. Toute ma vie, j'ai travaillé d'arrache-pied. Je sais encaisser. Je sais attendre. Et je sais comment riposter. La prochaine fois que je posterai, je vous raconterai ce que j'ai découvert en consultant un avocat. Disons simplement qu'Hélène et Craig n'ont aucune idée de ce qui les attend. Parce que quand on traite quelqu'un comme une ordure, parfois, il revient sous la forme de votre pire cauchemar. Bordel. Je m'attendais pas à ce que mon dernier post explose comme ça. Le soutien de ce subreddit a été incroyable, honnêtement. Lire vos commentaires m'a vraiment touché, j'en ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises. Oui, je sais, c'est pas très viril, peu importe. Quand toute ta vie est jetée à la poubelle, savoir que des inconnus sur Internet te soutiennent, ça a une autre saveur. Donc, ça fait un peu plus d'1 mois maintenant qu'Hélène et Craig m'ont viré de chez moi. Et il s'est passé pas mal de choses. Accrochez-vous, parce que ça va devenir dingue. D'abord, je me suis installé dans un minuscule studio. C'est à peine plus grand qu'une boîte à chaussures avec une salle de bain, mais c'est à moi. Wyatt m'a aidé à le trouver. Ce type a été un rock pendant toute cette histoire. Après 2 semaines à squatter son canapé, j'avais besoin d'un espace à moi, même si ça signifiait vivre dans un endroit qui ferait passer une chambre étudiante pour un palace. Les murs sont en papier, la douche met 5 minutes à chauffer, et si j'allume le micro-ondes en même temps que le frigo, ça fait sauter le disjoncteur. Mais chaque nuit que je passe ici, c'est une nuit de plus à reconstruire ma vie, pas à pas. Il y a eu un truc étrange il y a environ 2 semaines. J'étais en train de prendre un café à la station-service avant d'aller bosser, et devinez sur qui je tombe? Sabrina, la cousine d'Hélène. Cette femme ne m'a jamais aimé.
À chaque réunion de famille, elle me snobait complètement. Mais là, elle avait l'air gênée, fuyait mon regard en attendant sa commande. J'étais prêt à l'ignorer quand, tout à coup, elle s'est approchée. Elle m'a demandé comment j'allais, avec une voix coupable. Je lui ai répondu vaguement que je tenais le coup. Et là, elle m'a balancé une bombe. Apparemment, Hélène prévoyait de me foutre dehors depuis des mois. Elle en parlait lors des réunions de famille, disant à tout le monde que j'étais paresseux, inutile, un poids mort. Qu'elle cherchait la meilleure stratégie pour s'en débarrasser. Laissez ça vous traverser l'esprit, pendant que je travaillais de nuit, pendant que je réparais tout dans la maison, ma femme planifiait littéralement comment m'éjecter comme une ordure. Le pire, d'après Sabrina, c'est que la fuite du toit cette nuit-là était inventée. Hélène aurait utilisé le tuyau d'arrosage pour mouiller le toit exprès, histoire de créer une urgence crédible qui m'épuiserait. Elle savait que je grimperais là-haut sous la pluie pour réparer. Elle voulait me voir fatigué et vulnérable. Qui fait ça? Sabrina avait l'air sincèrement choquée par toute cette histoire. Elle m'a dit qu'elle se sentait coupable depuis des semaines de savoir ce qui se préparait et de ne pas m'avoir prévenu. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Elle m'a aussi dit que Hélène cachait de l'argent depuis des mois, en siphonnant notre compte commun pour le transférer dans un compte secret. Cette révélation a été le coup de pied nécessaire pour me réveiller. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'avocat, un type franc et direct nommé Franck, m'a posé des questions sur la maison, notamment à qui elle appartenait officiellement. C'est là que j'ai réalisé que je n'en avais aucune idée. Cette maison appartenait à mon grand-père. Quand il est décédé il y a 5 ans, je l'ai hérité. Hélène et moi étions déjà mariés depuis 2 ans à ce moment-là. J'avais simplement supposé qu'on avait mis nos 2 noms sur les papiers, dans le flou émotionnel qui a suivi les funérailles. Franck a mené ses recherches, et 3 jours plus tard, il m'a appelé avec une nouvelle qui m'a complètement sidéré, la maison est encore, à 100%, à mon nom uniquement. Je le répète, à mon nom uniquement. Apparemment, nous n'avons jamais mis à jour le titre de propriété après la mort de mon grand-père. L'avocat chargé de sa succession l'avait transféré directement à moi. Hélène et moi avions parlé, à un moment donné, de l'ajouter, mais nous ne l'avons jamais fait. Depuis 5 ans, elle vit dans ma maison, en agissant comme si elle lui appartenait. Et voici le point décisif, dans notre état, comme nous sommes mariés depuis moins de 10 ans, et que la maison est un bien hérité, non acheté en commun, elle est considérée comme un bien séparé, et non un bien marital. En clair, elle m'appartient légalement. Uniquement à moi. Quand Franck m'a dit ça, je suis resté là, bouche bée. Puis quelque chose en moi s'est figé. Ce sentiment froid et déterminé que je ressentais depuis des semaines s'est cristallisé en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. J'ai passé la semaine suivante à tout documenter. J'ai récupéré les relevés bancaires montrant les comptes vidés, j'ai imprimé les relevés de cartes de crédit affichant les achats compulsifs d'Hélène juste avant qu'elle me jette dehors, j'ai sauvegardé tous les messages et appels qu'elle avait ignorés. En parallèle, je me concentrais sur ma stabilité. J'ai pris des heures supplémentaires, commencé à préparer mes repas au lieu de les acheter, annulé tous les abonnements. Chaque dollar économisé était une brique de plus dans la reconstruction de ma vie. La nuit, je me surprenais parfois à ouvrir les réseaux sociaux, même si je savais que ça allait m'énerver. Et bien sûr, ils étaient là. Hélène et Craig, postant des photos des rénovations qu'ils faisaient dans ma maison, avec mon argent. Une nouvelle télé accrochée au mur, la cuisine repeinte, la chambre de Craig équipée d'un coin gaming dernier cri. Pendant que moi, je mangeais des nouilles instantanées dans un appartement minuscule. Mais je ne commentais pas, je ne réagissais pas. Je faisais des captures d'écran. Et je les ajoutais à mon dossier. Preuve de la façon dont il dépensait l'argent qu'il m'avait volé. Franck m'a conseillé de séparer complètement nos finances. J'ai annulé les cartes de crédit communes, retiré Hélène comme bénéficiaire de mon assurance, changé tous mes mots de passe, coupé tous les liens financiers possibles. C'est alors qu'on a découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Hélène avait contracté un prêt personnel en utilisant la maison comme garantie. Ma maison. Sans mon consentement, ni même que je sois au courant. Le prêt s'élevait à 25 000 $. Franck était choqué. C'est tout simplement une fraude. Elle a falsifié ma signature sur les documents. Je n'ai jamais vu un centime de cet argent. Pourtant, officiellement, c'est moi qui suis redevable de cette dette. Et qu'a-t-elle fait avec ces 25 000 $ obtenus frauduleusement? D'après ses publications, elle a rénové ma maison et offert une voiture à Craig. Une voiture achetée avec mon argent volé, sur la base d'une signature qu'elle a contrefaite. C'est comme regarder quelqu'un cambrioler ta maison en direct, sans pouvoir rien faire.
Sauf que maintenant, je peux faire quelque chose. Franck construit méthodiquement notre dossier. Il rassemble les preuves de fraude, prépare les documents juridiques. On ne va pas seulement récupérer ma maison. On va faire en sorte qu'il y ait des conséquences. Le plan est prêt. Les papiers sont finalisés. Dans 3 jours, ils vont vivre le choc de leur vie. Hier, je suis repassé devant la maison. Ma maison. Pour la première fois depuis des semaines. Ils ont peint la porte d'entrée en violet, une couleur immonde. Il y avait des voitures inconnues dans l'allée. À travers les fenêtres, je voyais des gens bouger, rire, passer un bon moment. Dans ma maison. En dépensant mon argent. Agissant comme s'ils avaient tout gagné. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Et oui, avant que les avocats de Reddit ne s'en mêlent, tout ce qu'on fait est 100% légal. Je n'enfreins aucune loi. Je réclame simplement ce qui m'appartient. Franck dit que l'effet de surprise est essentiel. Hélène croit qu'elle a gagné. Elle pense que je suis brisé. Que je vis encore dans mon camion ou sur le canapé de quelqu'un, en train de lécher mes plaies. Elle n'a aucune idée. Aucune idée que j'ai passé le dernier mois à construire un dossier contre elle. Aucune idée que je sais pour la fraude. Aucune idée que la maison est encore à mon nom. Les papiers seront déposés demain. Ensuite, il ne restera plus qu'à attendre que le shérif vienne lui remettre les documents. J'ai posé mon lundi prochain. C'est ce jour-là que tout va se jouer. Franck sera à mes côtés. On a tout prévu. Ce cauchemar m'a appris une chose, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. Hélène et Craig m'ont montré exactement qui ils sont, égoïstes, cruels, avides. Maintenant, c'est à mon tour de leur montrer qui je suis. Et je ne suis pas le paillasson qu'ils croyaient. Je suis la tempête qu'ils n'ont jamais vu venir. Dernière mise à jour. Alors, voilà ce qui s'est passé lundi, et putain, je suis encore sous le choc. Je suis assis dans mon canapé, dans ma maison, une bière à la main, essayant de digérer tout ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Ça va être long à raconter, mais je vous promets que ça vaut le coup jusqu'au bout. D'abord, merci pour tous vos messages de soutien. Littéralement des milliers d'entre vous m'ont écrit, ont partagé leurs histoires, m'ont donné des conseils. C'est ce qui m'a tenu debout pendant les nuits les plus noires. Vraiment. Lundi matin, 8 heures. Je suis garé au bout de la rue, juste en face de ma maison. Franck, mon avocat, est à mes côtés dans sa voiture. J'ai l'estomac noué, je n'ai pas dormi plus de 3 heures la veille. Je faisais des rêves étranges où la maison avait disparu, remplacée par un terrain vague. Mais elle était bien là. La maison de mon grand-père. Ma maison, avec cette porte d'un violet affreux qu'Hélène avait peinte. La voiture flambant neuve de Craig trônait dans l'allée, achetée avec l'argent du prêt frauduleux. 2 autres voitures que je ne reconnaissais pas étaient garées dans la rue. À 8h59, la voiture du shérif est arrivée, pile à l'heure. Je lui ai laissé 1 minute pour marcher jusqu'à la porte, puis Franck et moi l'avons suivi. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Je suis resté un peu en retrait, ne voulant pas qu'Hélène claque la porte avant que le shérif ne puisse lui remettre les papiers. À travers les panneaux vitrés près de l'entrée, je voyais du mouvement. Puis la porte s'est ouverte. Craig, en short de sport, torse nu, avait l'air complètement paumé en voyant le shérif sur le perron. Derrière lui, j'ai aperçu Hélène qui arrivait en courant, essayant de nouer sa robe de chambre. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais j'ai vu très clairement le moment où le shérif lui a tendu la pile de documents. J'ai vu le visage de Craig passer de la confusion à la stupeur. Hélène a attrapé les papiers, les yeux parcourant les pages avec panique. Puis elle m'a vu, debout derrière le shérif. Son visage à ce moment-là, j'aurais aimé avoir une photo. Ce moment où elle a compris qu'elle n'avait plus le contrôle. Qu'elle s'était attaquée au mauvais gars. Ce moment-là a valu toutes les nuits passées dans mon camion, tous les dîners aux nouilles instantanées, toutes les larmes ravalées. Le shérif lui a expliqué qu'ils avaient 48 heures pour quitter les lieux. C'est là qu'Hélène a vrillé. Elle s'est mise à hurler que c'était sa maison, que je la harcelais, qu'elle allait appeler la police. Le shérif, qui était la police, s'est contenté de pointer les documents juridiques et de dire que tout était en règle. Craig a tenté de faire le malin, avançant vers moi, gonflant le torse. Le shérif l'a aussitôt recadré. Franck leur a expliqué calmement les faits. La maison était uniquement à mon nom. Ils avaient commis une fraude financière en contractant un prêt sur un bien qui ne leur appartenait pas. Ils avaient vidé les comptes communs et volé de l'argent liquide dans mon portefeuille. Chaque accusation était appuyée par des preuves. Leur visage pendant que Franck déroulait tout, c'était inestimable. Vraiment.
Hélène a changé de stratégie en 2 secondes et demie, passant de la rage aux larmes. Elle s'est mise à sangloter en disant que je ne pouvais pas les jeter dehors, qu'ils n'avaient nulle part où aller, qu'après 7 ans de vie commune, comment je pouvais leur faire ça? Je suis resté là, silencieux, la laissant jouer sa scène. Et c'est là que Craig a fait l'erreur de trop. Il m'a traité de pauvre type pathétique, disant que je reviendrais sûrement en rampant après une semaine tout seul. Que sa mère était restée avec moi uniquement par pitié. Franck m'avait conseillé de rester calme, quoi qu'il arrive. Mais quelque chose s'est brisé en moi. J'ai regardé Craig droit dans les yeux et je lui ai dit qu'il avait exactement 48 heures pour dégager ses affaires de ma maison, avant que je ne fasse tout envoyer à la décharge, y compris son précieux setup de gamer payé avec mon argent. Le shérif les a avertis, interdiction d'endommager quoi que ce soit ou d'enlever les installations de la maison. Toutes les rénovations qu'ils avaient faites m'appartenaient désormais légalement. La télé dernier cri, c'est à moi. Les nouveaux électroménagers, à moi. On les a laissés là, bouche bée, fixant les papiers pendant que la réalité les rattrapait enfin. Je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, en retournant vers ma voiture. Mais le vrai bordel ne faisait que commencer. 3 heures plus tard, mon téléphone s'est mis à exploser. Hélène appelait, envoyait des messages, puis rappelait. J'ai tout ignoré. Franck m'avait dit de ne pas répondre directement, que désormais tout devait passer par lui. Le soir même, j'avais 17 appels manqués et 23 messages. Tout y passait, menaces, supplications en larmes, déclarations d'amour. J'ai fait des captures d'écran de chaque message et je les ai transférés à Franck. Le lendemain matin, mardi, j'ai regardé mon téléphone et j'ai failli le faire tomber. 47 messages pendant la nuit. Messages vocaux, textos, DM sur toutes les plateformes sociales qu'on avait partagées, email, et même une lettre glissée sous la porte de mon appartement. Je ne sais même pas comment elle a trouvé mon adresse. Les premiers messages étaient pleins de colère. Puis sont venus les compromis, puis la panique pure quand elle a compris que je ne bluffais pas. Les derniers étaient presque incohérents. Elle disait qu'elle avait changé, qu'elle avait fait une terrible erreur, que Craig était désolé aussi, peut-être. Le tout dernier message, envoyé à 4h13 du matin, disait simplement « S'il te plaît, Randy. On n'a nulle part où aller, pas d'argent, rien. S'il te plaît, parle-moi. » J'ai envoyé une seule réponse, selon les instructions de Franck, toute communication doit passer par mon avocat. Ces coordonnées figurent dans les documents que tu as reçus. Puis je l'ai bloqué partout. Mercredi matin, à 9h précise, soit à l'échéance des 48 heures, Franck et moi avons retrouvé le shérif devant la maison. J'avais presque peur qu'il se barricade à l'intérieur, mais à ma surprise, un petit camion de déménagement était garé dans l'allée. La voiture de Craig avait disparu, ainsi que les autres véhicules. Hélène se tenait sur le perron, les yeux rouges et gonflés. Craig, lui, était introuvable. Elle a essayé de s'approcher quand je suis sorti de la voiture, mais le shérif s'est interposé. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit quand je suis passé devant elle pour rentrer dans ma maison. Elle a dit que je ne pouvais pas lui faire ça. Que je le regretterais. Que Craig avait toujours eu raison sur moi. Je n'ai rien répondu. J'ai juste continué à marcher. L'intérieur de la maison était un champ de ruines. Ils étaient clairement partis à la hâte. Ils avaient pris ce qu'ils pouvaient emporter, laissé le reste. Les rénovations dont ils se vantaient sur les réseaux étaient à moitié terminées, murs partiellement peints, placards de cuisine arrachés mais jamais remplacés. Et par pure mesquinerie, ils avaient fait des dégâts. Des trous dans les murs, des rayures sur le parquet causées par les meubles traînés, le lavabo de la salle de bain fissuré. Mais tu sais quoi? Je m'en fichais. La maison était à moi, à nouveau. Les ordures s'étaient sorties toutes seules. Franck a tout photographié pour d'éventuelles poursuites supplémentaires, puis il m'a serré la main et m'a dit que le pire était derrière moi. Il allait maintenant s'occuper de la plainte pour fraude. La banque enquêtait déjà sur les documents falsifiés. Hélène risquait de graves conséquences pour ça. Après leur départ, je me suis assis seul sur le sol du salon vide. Seul, dans ma maison, pour la première fois depuis 2 mois. Ce n'était pas vraiment une victoire. Plutôt une longue expiration après avoir retenu mon souffle trop longtemps. J'ai appelé Wyatt, qui est arrivé 1 heure plus tard avec des bières et des pizzas. On s'est assis par terre, on a mangé, on a commencé à faire des plans pour tout réparer. Le toit d'abord, évidemment. Puis les dégâts causés par Hélène et Craig. Il a proposé de venir m'aider le week-end, et m'a dit que d'autres potes viendraient aussi. De vrais amis. Pas des gens qui te jettent quand tu ne les sers plus. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un matelas de camping dans ma chambre. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois.
Les jours suivants ont été un tourbillon de nettoyage, d'organisation, de listes de réparation. J'étais en congé, j'ai utilisé mes jours de vacances. Chaque heure passée à reprendre possession de mon espace me faisait du bien, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Puis hier, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a frappé à la porte vers 18 heures. En ouvrant, j'ai trouvé Alexandra, la sœur d'Hélène. Elle avait l'air nerveuse, tortillait son alliance entre ses doigts. Je ne l'avais pas vue depuis que sa sœur m'avait foutu dehors. Elle et son mari Stetson étaient toujours là au repas de famille. Stetson était un vrai cas, toujours en train de lui couper la parole, de tout contrôler. Alexandra m'a demandé si elle pouvait entrer, qu'elle avait besoin de me parler. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé passer. Elle s'est effondrée en larmes presque immédiatement. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour ce qu'Hélène m'avait fait. Qu'elle avait tenté de la dissuader. Puis elle a lâché une bombe. Hélène et Craig logeaient chez elle, dans le sous-sol. Mais Stetson leur rendait la vie infernale. Surtout à Hélène. Il prenait tout l'argent qu'il lui restait, lui imposait quand elle pouvait sortir, ce qu'elle pouvait manger. L'ironie ne m'a pas échappé. Hélène, qui me traitait comme un moins que rien, était maintenant traitée comme une moins que rien à son tour. Mais Alexandra n'était pas là pour plaider sa cause. Elle était là pour elle. Elle voulait partir. Fuir Stetson. Elle y pensait depuis des mois mais n'avait jamais eu le courage. Me voir me relever lui avait donné l'élan qui lui manquait. Je suis resté 3 heures avec elle à l'aider à établir un plan. J'ai appelé une amie qui travaille dans un centre pour femmes. On a passé quelques coups de fil. À 22 heures, elle avait un lieu sur où aller et un plan pour récupérer ses affaires pendant que Stetson serait au travail ce matin. Je l'ai aidé à déplacer l'essentiel dans un box de stockage. Elle a pleuré en me disant qu'elle n'aurait jamais cru que je l'aiderais, après ce qu'Hélène m'avait fait. Je lui ai répondu qu'elle n'était pas Hélène. Qu'elle ne m'avait rien fait. Maintenant, il fait nuit. Je suis assis sur ma terrasse, une bière à la main, en regardant le soleil se coucher. La maison a encore besoin de pas mal de travaux. Mon compte en banque est toujours fragile. Les procédures juridiques avec Hélène ne sont pas encore terminées. Mais je suis libre. Et plus fort qu'il y a 2 mois. Ce qui est drôle, c'est qu'Alexandra m'a envoyé un message il y a 1 heure. Apparemment, Hélène et Craig viennent de découvrir qu'elle avait quitté Stetson. Et devinez quoi? Stetson leur a mis ça sur le dos, et les a foutus dehors. Ils n'ont plus d'endroit où aller. Plus d'argent. Plus de voitures. Celle de Craig a été saisie hier. Et aucun ami n'est prêt à les accueillir. Le karma, parfois, c'est vraiment une sacrée garce. Voilà où j'en suis. Moi, je reconstruis. Eux, ils s'effondrent. Et chaque jour qui passe, je suis un peu moins en colère. Un peu plus en paix. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, Reddit. Votre soutien a compté plus que vous ne pouvez l'imaginer. Oh, et à ce commentaire qui me demandait si je reprendrais Hélène si elle s'excusait et changeait. MDR. Même si c'était la dernière femme sur Terre. Il y a des ponts qu'on ne brûle pas. Il y a des ponts qu'on fait exploser depuis l'espace. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se passent autour de vous.